Arabie Saoudite. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça donne quand même une espèce d'idée qu'il y a une question, oui, de libération nationale, mais encore une fois, sur quelle, en fait, sur quelle prémisse, en fait, sur quelle raison, en fait, on peut faire une libération nationale. Et ça, c'est une question qui est loin d'être terminée par les différents marxistes. Par exemple, ce qu'on peut opposer à l'indépendance du Québec, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que le Québec est opprimé? Est-ce que le Québec vit la même oppression qu'il vivait dans les années 60 et 70? Puis même avant, bien sûr. Et est-ce qu'on s'est habitué? Oui, peut-être. Mais aussi, regardez, bon, on vit dans un certain confort matériel un peu plus grand aussi. Il y a certaines choses qui ont changé, en fait, des inégalités qui ont changé. Est-ce que l'indépendance est toujours aussi pertinente aujourd'hui? Je me fais l'avocat du diable. C'est pas ce que c'est pas, en fait. Mais malgré ça, il faut être capable de regarder c'est quoi les différents piliers qui vont former une société, une collectivité. Ça, c'est quand même assez... si on regarde, en fait, moi, en fait, ce que je me souviens, en fait, j'étais au cégep, mais j'ai toujours retenu cette espèce de théorie-là, en fait, qui, selon moi, est quand même assez importante. Une société serait faite de 5 piliers. Le politique, l'économique, le social, le culturel et l'idéologique. Et il va toujours vivre de ces 5 piliers-là. Et ces piliers-là sont appelés par contre à changer. C'est pas des piliers, en fait, qui sont... C'est pas quelque chose qui fait ça, c'est cette société-là, et ça ne changera pas. Et c'est justement, quand ces piliers-là vont changer, ça veut dire que la société est en pleine mutation. Donc, on va y aller un peu avec ça, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut justifier l'indépendance sur, justement, quel de ces piliers-là? Au niveau politique, là, faire l'indépendance pour se retrouver avec Pauline Marois, première ministre, ou Jean Charest par la suite, ou Philippe Couillard. Moi, en fait, regardez, je ne veux pas faire l'indépendance pour faire l'indépendance. Moi, avoir une Pauline Marois à notre tête. Moi, mon principe, justement, c'est qu'en politique, là, la politique, c'est toujours dangereux qu'on parle de n'importe quoi, qu'on parle de prise du pouvoir pour instaurer le socialisme ou qu'on parle d'indépendance. Il y a toujours du danger quand on parle de politique. C'est qu'on joue quelque chose de hot un peu. Changer 4,30 sous pour une pièce, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de courir le risque. Par contre, moi, je suis prêt à courir n'importe quel risque si on est vraiment pour se libérer là, de façon qui en vaut la peine. Mais moi, sur les questions d'indépendance du Québec, une des choses qui m'achale un peu, c'est que les notions d'indépendance du Québec, ce qui les rend floues un peu, c'est qu'anciennement, avec l'époque, si on pourrait dire, des patriotes, c'était une lutte contre la domination de l'Angleterre qui dominait le Québec. C'était les Anglais d'Angleterre qui étaient notre ennemi. Puis il y avait les Patriotes de l'Ontario qui étaient nos associés. Puis là, graduellement, l'Angleterre a perdu de la force comme puissance impérialiste. Puis le Canada anglais s'est développé. Puis le Canada anglais est devenu dominant sur le Québec. Puis là, la défense du nationalisme québécois s'est enlignée face à l'impérialisme canadien, si on pourrait dire. Oui, mais et même encore, il y a une mutation qui s'est faite par la suite et c'est face maintenant à l'impérialisme nord-américain. Oui, bien c'est ce que j'allais dire par la suite. C'est que l'impérialisme américain là, des États-Unis, à mon avis, sont bien plus une menace pour le Québec que le Canada anglais. Puis, actuellement, là, dans les pays riches, les pays développés, là, nos jobs, souvent, vont déménager en Chine. Puis la Chine, qui n'est pas nécessairement un pays impérialiste au sens qu'on les appelle jusqu'à maintenant, mais qui est peut-être en voie de devenir, nos jobs déménagent là-bas. Ça fait que dans le fond, là, c'est qui l'ennemi, là? Je veux dire, c'est pas nécessairement le Canada anglais qui prend notre job et qui déménage là-bas. Pratt & Whitney, c'est une compagnie américaine. Ils ont pris des jobs, ils ont déménagé en Chine. L'indépendance du Québec ne réglera pas ce problème-là. Et c'est ça, justement, j'allais arriver au point de vue économique. Parce que souvent, en fait, les arguments qui sont avancés par les gens du Parti québécois, c'est économique, en fait. Ça va permettre à nos entreprises de mieux se développer. Mais là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On occulte totalement le conflit de classe.
la lutte des classes. Et c'est d'ailleurs la position classique marxiste. C'est-à-dire que le problème, en fait, du nationalisme, c'est qu'il occulte la lutte des classes. Il donne une solidarité qui va se faire, mais à travers les classes, une solidarité polyclassiste. Parce que le nationalisme, en fait, c'est ça, c'est tout. Qu'est-ce que le nationalisme, sinon une solidarité, c'est-à-dire de se dédier ou d'avoir une solidarité face à une identité, ou face à un groupe en tant que tel qui est une nation. Et donc, le nationalisme en tant que tel va être une espèce d'écran de fumée qui va nous éloigner de la lutte des classes. Ça, on se le fait dire souvent, mais c'est vrai. C'est carrément vrai. Donc, si on n'est pas capable, en fait, si le nationalisme en tant que tel occulte la lutte des classes, ben, il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut pas tomber dans cette logique-là où on va dire, par exemple, et c'est ce que je m'en ai vous montrer tout à l'heure, en fait, le cas de Steinberg. Steinberg était un vrai beau cas parce que ce qui est arrivé, c'est que quand les sœurs Steinberg ont voulu vendre, ils ont vendu, en fait, et la caisse de dépôt, ce qu'ils ont fait pour des raisons nationalistes, d'empêcher tout autre consortium, parce qu'il y avait des Ontariens, il y avait l'Oblast qui voulait acheter, il y avait d'autres consortiums ontariens qui voulaient acheter Steinberg. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement du Québec pour des raisons carrément nationalistes? Ils ont été chercher un certain gars qui s'appelle Michel Gaucher, qui, lui, était un entrepreneur québécois, mais qui était quand même solide à l'époque, mais pas tant que ça. Parce que 3 ans plus tard, Steinberg allait faire faillite. Mais ils insistaient beaucoup pour qu'on vende à un Québécois. Et vous pouvez voir les pubs de l'époque, en tout cas, je les montrerai tout à l'heure, les pubs. C'est très nationaliste. En fait, il y avait quand même une grosse poussée nationaliste à l'époque aussi, début des années 90. Donc, Michel Gaucher a beaucoup joué la carte nationaliste dans ses campagnes de publicité. C'est une fierté québécoise. Steinberg est un fleuron québécois. Ça a été créé au Québec. Mais qu'est-ce que ça change si Steinberg, par exemple, va exploiter ses employés? Ça change absolument rien. Pourquoi est-ce qu'on aurait de la solidarité avec... Est-ce que vous avez plus de solidarité, et je suis convaincu qu'on va pouvoir, que vous allez répondre la même chose que moi, est-ce que vous avez plus de solidarité pour un travailleur brésilien ou un travailleur sénégalais ou pour Pierre-Carl Péladeau? Non, Pierre-Carl Péladeau, au contraire, c'est un ennemi du peuple québécois parce que ce qu'il fait, par exemple, avec toute la convergence médiatique qu'il fait, il est en train de tuer la culture québécoise. Parce qu'il est en train de carrément faire une véritable business autour de la culture québécoise. Écoutez, moi, des nouveaux artistes, là, depuis 2004, là, depuis qu'ils ont fait justement Star Academy, c'est dur de trouver des nouveaux artistes émergents qui ont du contenu, genre Jean Leloup ou les Colas. Donc, il faut savoir justement qui est notre véritable ennemi, et qui sont nos véritables frères. Et c'est pour ça justement qu'il faut parler d'internationalisme prolétaire. Parce qu'il faut être capable d'être solidaire et de se sentir beaucoup plus partie des prolétaires du monde entier, prolétaires de tous les pays municipaux bien sûr, que tout simplement en fait de nos compatriotes québécois et que Bombardier qui fait du succès à l'étranger, le Cirque du Sommeil qui s'en va à travers le monde, représenter le Québec et montrer notre fierté québécoise et à quel point nous, au Québec, nous sommes plus... Ou Hydro-Québec, compagnie impérialiste qui va bâtir des barrages en Afrique et qui applique exactement les mêmes principes que n'importe quelle compagnie impérialiste. Et qui va aller acquérir de l'énergie Nouveau-Brunswick. Fait que ça, là, c'est cette espèce de solidarité-là qu'il faut se défaire, en fait, et qu'il faut justement apprendre nous-mêmes quand on va croiser des gens qui sont nationalistes, qu'il faut croiser à défaire. Il faut aller planter ce questionnement-là. Aller planter ce questionnement-là, aller leur dire, tu te sens vraiment solidaire de ce monde-là. Comment est-ce qu'on peut... donc, oui, il faut susciter cette solidarité-là internationale, oui, il faut susciter cet appui international-là. Et donc, ça veut dire que si on se solidarise avec des gens du Brésil, avec des gens de l'Amérique latine, de l'Afrique, de la Palestine, justement, on a quand même fait beaucoup d'ateliers sur la Palestine. Ces pays-là, par contre, ils ont des frontières. Il y a des frontières entre les deux, là, je veux dire, le Canada n'est pas